Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de ce 13h, l'appurement des arrêts de salaire suscite toujours des émules dans le rang des fonctionnaires. À Kandé, dans le département de la Liborie, on salue le respect de la parole donnée par le président Patrice Talon. En terre béninoise, depuis ce samedi, séjourne une délégation de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Le projet de construction de 1500 logements sociaux entame depuis quelques mois va connaître certainement une suite favorable. Et puis à Savalou, plus que jamais doté de l'eau potable, l'infrastructure qui doit fournir le liquide précieux a été inaugurée et mise en service par le ministre de l'eau et des Mines, Samou Seydou Adambi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les populations de la ville de Savalou peuvent pousser un ouf de soulagement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. L'infrastructure qui doit fournir de l'eau est entièrement réalisée dans le cadre du projet d'urgence pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou. C'est le ministre de l'eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, qui a procédé à l'inauguration du site. Voici le point avec Cyprien Lekossou et Kadnel Kakbo. En attendant le grand projet pour la fourniture d'eau potable à toutes les populations du département des Collines, le gouvernement du Bénin va vite au secours des populations de la ville de Savalou. Face au calvaire des citoyens, des touristes et des étrangers, notamment pendant les rencontres annuelles de la fête de l'IAM, le gouvernement trouve un palliatif à travers ce projet de mesures d'urgence pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou. Ce projet initié pour y remédier donc en mesure d'urgence est financé à hauteur de 2 751 millions de francs CFA, dont 216 millions financés sur le budget national, le reste, c'est-à-dire 2 535 millions financés sur fonds propres de la SONED. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour concrétiser ce joyau de l'eau potable en quantité et en qualité, juste pour le compte de cette première phase du projet. Avec les infrastructures que nous mettons en service, la capacité de production d'eau de la SONEB à Savalou passe d'une production de 17 mètres cubes heure à 109 mètres cubes heure en 2020, ça veut dire présentement. Extensible à 167 mètres cubes heure, soit près de 10 fois la capacité d'autrefois. Point n'est besoin de dire donc que dorénavant, la desserte en eau potable à Savalou s'en trouve nettement améliorée et que la SONEB est disposée désormais à vous servir de l'eau potable en quantité et en qualité. Aujourd'hui donc, grâce au programme d'action du gouvernement, la ville de Savalou renoue avec le sourire et la vie. Elle fait un grand pas en avant et sort pour longtemps du cercle infernal du stress hydrique. Car, il faut le notifier, le gouvernement n'entend pas s'arrêter à cette première action d'envergure. On peut dire que c'est maintenant la fin des défilés des populations avec les bidons jaunes, de longues files d'attente juste pour avoir une bassine d'eau pour la journée. Fini les bidons jaunes, dit-on. Le mois du consommation local est toujours en cours dans le département du Zou sur l'initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Une exposition de produits locaux a été organisée au niveau de même la même direction de l'industrie du commerce 6 à Goho. À cette occasion, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Zou a exhorté les promoteurs hôteliers des différentes communes du département à se joindre à l'initiative suivant le compte rendu de Cyprien Lekossou et de Kadnel Kakbo.
C'est une gamme variée de produits made in Bénin qui a été présentée aux populations des départements du Zou et des collines ici représentés. Le mois du consommant local révèle tout le génie créateur des Béninois. Le Bénin regorge d'énormes potentialités de production pour la consommation locale. Mais force est de constater que nous n'en consommons pas assez. Le Béninois aime consommer des produits importés. Phénomène de dérésembérie qui constitue une menace pour notre économie. Cette organisation répond à un double impératif, celui de susciter chez les Béninois la consommation de Made in Bénin et d'encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Susciter la consommation locale et cette foire d'exposition montre le talent de certains Béninois que l'on peut promouvoir. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Zou associe les promoteurs d'hôtels pour que l'objectif soit atteint. Ce sont ces promoteurs d'hôtels qui organisent des ateliers. Des ateliers où, pour la plupart du temps, on constate que c'est des meilleurs importés que nous consommons. Nous les avons invités pour les sensibiliser désormais à, si possible, je dis bien, à si possible, proposer 60% de mets locaux au cours de leur réception. C'est un mois qui va nous permettre de sensibiliser les nôtres, d'encourager les unités de production à améliorer leur qualité et sensibiliser toutes les couches sociales du pays à s'engager pour la consommation de ce que nous produisons réellement dans notre pays. Il ajoute que le Bénin peut se hisser au rang des grandes nations si tous les Béninois n'achètent que les produits fabriqués au Bénin. À défaut d'obtenir une audience auprès du chef de l'État pour lui transmettre ses remerciements, Bernard Wetchenou, fonctionnaire en République du Bénin, qui attendait depuis plusieurs années déjà le virement des droits à supprimer l'équipe de nos reportages sur le terrain et exprime sa satisfaction. Il vient de constater le paiement de ses arriérés sur le salaire. On l'écoute. Je voudrais adresser mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a promis et qui a tenu parole. Vous voyez, les rappels, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Et déjà, il y a moins de 2 semaines, le chef de l'État a rencontré les centrales syndicales et a fait cette promesse-là avec effet immédiat. Effectivement, hier, je suis allé consulter mon compte et j'ai constaté que j'ai été viré par rapport à ce rappel sur arriéré de salaire. Et je voudrais passer par votre entremise pour lui adresser toutes mes félicitations et en même temps l'exhorter au courage à continuer l'œuvre de développement qu'il a entamée et que nous sommes des citoyens responsables et que lorsque une telle action est réalisée, vous voyez, ça apaise. Nous sommes apaisés et voilà nos remerciements à son endroit. La précision que je voudrais apporter pour ce qui me concerne, c'est que mon acte, sa date d'effet, c'est pour 2013. Ça veut dire que ce rappel, c'est avec un acte qui date d'avant 2016. Alors vous comprenez donc que, contrairement à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'y avait pas d'arriéré de salaire sur salaire non perçu qui date d'avant 2016, je crois qu'il va falloir relativiser sur cela. Parce que moi, je suis un cas concret. J'ai touché mes rappels sur arriéré de salaire dont l'acte ne date pas d'après 2016. Voilà, donc il faut quand même aussi voir avec ce que le chef de l'État vient de faire, que nous puissions avoir de la patience. De la patience, parce que personne n'y croyait. Voyez-vous, au départ, on avait dit que ce qui se faisait là, c'était des annonces politiques. Mais aujourd'hui, progressivement, lorsque vous sortez dans Cotonou et au-delà de Cotonou,
vous vous rendez compte qu'il y a un travail méthodique qui se fait dans le pays, des réalisations, de grandes réalisations, à grand impact de développement, et que nous constatons. Et cela, je crois que c'est non seulement à l'actif du chef de l'État et de son gouvernement, mais également à l'actif de tous les responsables à divers niveaux qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation de son PAG. Et parlant des 15 milliards pour régler une partie des arriérés des fonctionnaires et de la pension des retraités, c'est une décision du gouvernement à Lokossa, dans le département du Mono. Les populations accueillent avec joie cette décision. On les écoute. C'est vrai, c'est un dû de la part de l'État, mais cela fait quelques années que cela dure et c'est effectivement une bonne nouvelle, c'est un soulagement pour les travailleurs que de savoir que ce que l'État leur doit, une partie quand même, une bonne partie leur sera payée, surtout en cette période où on vient de finir avec la rentrée scolaire, on tend vers la fin de l'année et je crois que ce sera effectivement un ouf de soulagement pour tous les travailleurs. Et au-delà de cet aspect, je crois que c'est également une bonne nouvelle pour tout le tissu économique béninois parce que ceux qui vont bénéficier de ces rappels-là, il va de soi qu'ils n'iront pas les enterrer chez eux, ils vont injecter ça dans l'économie et je crois que ça va faire du bien un peu à toutes les couches de la société. Je voudrais prier le chef de l'État de continuer à fournir ce type d'efforts pour que les travailleurs puissent effectivement se sentir mieux et se donner un peu plus à la tâche. Comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Le moment est donc venu pour que ces braves agents permanents de l'État qui se sont investis corps et âme utilisent d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui ils sont déjà à la retraite, de réaliser une partie des rêves qui s'étaient donnés. Les élèves ont commencé l'école maintenant. Il y a des bacheliers qui ont commencé l'école, mais tous n'ont pas eu la chance d'avoir la mention pour être inscrits dans les différentes écoles. Imaginez un retraité qui a peut-être 2 ou 3 enfants qui sont reçus pour le bac et il doit payer l'école au niveau des universités du Bénin. On lui remet ses sous et ça va lui permettre d'autonomiser ses enfants à travers l'éducation. C'est important, surtout quand il y a des filles dedans. Et quand on autonomise la fille, c'est lui donner le pouvoir non seulement d'aller à l'école, mais d'avoir la capacité qu'il faut, non seulement pour se gérer, mais gérer sa famille et être capable de participer à la vie politique de son pays. Lui-même, quand il est malade, imaginez qu'un retraité qui peut-être est très alité ou a besoin de faire les soins. Vous savez que quand on finit les 30 ans de service, on n'a plus la force qu'il faut. Mais donc les maladies viennent, ça devient un terrain très favorable à toutes sortes de maladies. Mais voilà que pendant qu'il est à la retraite, il n'a plus les moyens financiers qu'il faut pour se faire soigner. Avec ses sous, quand il est malade, il pourra se faire soigner pour, disons, augmenter un peu l'espérance de vie. Pour ceux qui sont en activité, c'est encore heureux. Lorsque vous êtes en activité, on fait beaucoup de dépenses. Les enfants sont jeunes, parce que celui qui est à la retraite, il a déjà de grands enfants. Mais quand vous êtes en activité, vous avez de petits-enfants, comment il faut maintenir ces enfants à l'école, surtout nos filles aujourd'hui. Et là, on doit remercier le chef de l'État par rapport à cette action très noble et très louable qui va sauver plus d'une vie. Plus d'une vie. Vous ne pouvez pas imaginer, en ces temps difficiles, qu'est-ce que ces sous-là vont faire à chacun des fonctionnaires de l'État béninois. Ça va donner de la joie à la population, ça va donner la joie aux parents, surtout que nous sommes, et comment appelle-t-on, à une période critique, il y a la rentrée, ensuite il y a les fêtes qui pointent, donc il y a les réalisations aussi donc, des fonctionnaires. C'est une décision salutaire et on ne peut que remercier les actions du gouvernement. Personnellement, c'est une décision que j'accueille avec joie. Avec joie parce que moi, personnellement, je suis dans le cas. Je suis dans cette situation depuis 2015 où on me doit des arriérés d'avancement. Alors, c'est une décision qui est la bienvenue. Je crois que beaucoup de gens, beaucoup de personnes attendaient ça. Tous ceux-là doivent applaudir. C'est pour dire que les choses ont commencé par changer effectivement. Vous voyez, pour aller plus loin, les gens sont allés jusqu'à dire que ce mois-ci, que nous n'aurons pas les salaires.
que le chef de l'État ne sera pas en mesure de payer le salaire. Mais pendant qu'on crie au non-paiement du salaire, alors il a encore débloqué 15 milliards. C'est une surprise agréable. Si ça rentre dans les faits, je crois que c'est une décision à applaudir. On ne peut que dire merci au chef de l'État et lui souhaiter bonne santé. J'ai toutes les pièces dès lundi, je crois que le dépôt va être fait et j'attendrai le résultat. Les fonctionnaires du département de la Liborie ont aussi constaté le virement des fonds dus. Ils saluent entre autres l'engagement et le respect de la parole donnée par le gouvernement et son chef Patrice Talon. On les écoute. Au moment où on ne l'avait pas, on se plaignait. Mais maintenant que c'est arrivé, disons merci. Et de quelle manière c'est encore arrivé? Je crois que c'est arrivé de manière spontanée. Personne n'a eu à courir, à envoyer pas de bœuf, ni de fromage, ni d'œufs à qui que ce soit. On est resté là un bon matin. Votre téléphone clique, vous ouvrez, vous voyez des sommes importantes dedans. Vous dites, mais ça vient d'où tout ça là? Alors c'est votre rappel que vous êtes payé. Donc je crois que c'est une bonne chose. Bon, pour le moment, je n'ai pas consulté mon compte d'abord. Donc d'ici à là, ce qui est sûr, un grand gouvernement comme mon gouvernement ne va pas mentir. Je suis sûr, très sûr. Mais avec ce gouvernement actuel, ce qui est pour toi là, c'est pour toi, ça rentre dans ta poche. Une décision que nous avons que je loue. Je tire vraiment un grand coup de chapeau au président de la République qui a pensé à ses fonctionnaires. Et moi, j'y crois fermement. Pourquoi? Parce que le PR, tout ce qu'il dit, il fait. Il joint toujours l'acte à la parole. Et nous avons pu le remarquer dans nos différents comptes que les virements ont été faits. Donc je tiens à remercier l'équipe gouvernementale pour cet acte qu'ils ont posé. Nous tenons vraiment à les remercier. C'est une chose que nous avons respirée depuis plus de 2 ans. Et je ne vois pas ça sous un autre angle. Comme tout bon père de famille, c'est que ses enfants soient à l'aise et que tout marche bien. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile pour qu'on puisse faire, pour que vous puissiez entrer en possession de vos fonds en matière de rappel. Donc il faut d'abord, faire des courses, avoir, comme on le dit, quelqu'un au niveau du ministère des Finances ou quelque part quand même dans un ministère pour qu'on puisse vous aider. Surtout nous qui sommes dans le haut nord, comme on le dit souvent. Moi personnellement, je l'ai déjà constaté sur mon salaire et c'est un ouf parce que je sais combien de fois les gens courent par rapport à ça. Donc moi je crois que c'est un soulagement qu'il faut d'abord louer cela. Il ne faudrait pas qu'on puisse voir ça dans la langue politique. Alors que nous avons demandé que le gouvernement puisse se rappeler du social. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est du social parce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'agent d'État, où j'attendais peut-être mon salaire simple et que je vois une augmentation par rapport au rappel, ça va me pousser à peut-être aider certains parents. Revenons ici à Cotonou où une mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique se joue au Bénin depuis samedi dernier pour procéder à l'évaluation du projet de construction de 1500 logements sociaux au Bénin en vue de la poursuite de son financement. La délégation a été accueillie par le chargé de mission du président de la République, Salami Zulkilf. Ils sont au micro de Ghislain Poguet, de Rodrigue Boulondoumé. L'objet exactement de la mission, c'est d'évaluer un projet de construction de 1500 logements de type collectif sur les 2570 logements qui restent à réaliser dans la région de Ouedo, à Bomé-Calavi. À travers la note qu'on a reçue dernièrement à la BADEA du gouvernement du Bénin, on a noté que toutes les études techniques et architecturales ont été bouclées et réalisé. Même aussi le projet de DAO ont été élaborés. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça montre que le projet il est arrivé à un stade de maturation maximale. Nous venons aussi pour un deuxième aspect, c'est de suivre les projets en cours de la BADEA. Il faut noter qu'on n'a pas un portefeuille des opérations actives qui s'élèvent à 128 millions de dollars actuellement et qui représentent 5 opérations actives. Cette mission arrive pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Dans une composante essentielle du programme,
une composante qui porte la dimension sociale du programme d'action du gouvernement, à savoir la construction de logements sociaux. Vous savez que le président, son Excellence, Président Talon, a pris fait et cause pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La mission vient précisément pour poursuivre le financement du programme de logements sociaux. Ce programme est en cours d'exécution, comme vous savez, particulièrement à Ouedo, également bien sûr dans d'autres villes, mais beaucoup de bailleurs de fonds déjà financent le programme, à commencer par la BID, bien sûr, qui a mis 42 milliards, comme vous savez. Donc la BADIA aujourd'hui accompagne ce mouvement de réalisation du programme de 20 000 logements sociaux qui va être bouclé dans un avenir pas très lointain. Elle vient dans un environnement qui est complètement balisé. Et c'est tout à l'honneur du Bénin, tout à l'honneur du gouvernement et du chef de l'État. En effet, dans le cycle de projet, il y a certaines activités qui souvent sont en amont et qui doivent justifier que le bailleur de fonds effectivement s'engage à fond dans le financement. Ici, le Bénin a fait déjà toutes ces démarches. Les études sont déjà prêtes car la BADIA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a été présente pratiquement dans tous les financements des projets d'infrastructures au pays et au Bénin. Qu'il s'agisse bien sûr du barrage de Nangueto, de la route d'Assaparakou, du Savalu-Djougou-Porga, de la cimenterie de Simbéné, de l'érosion côtière, phase 1. Alors, donc, nous avons affaire à un partenaire véritablement stratégique. Renforcement des capacités des points focaux pour plus d'efficacité dans la conduite et le suivi des projets et des relations avec les organismes internationaux dans le secteur de l'énergie. C'est l'objet d'un séminaire organisé et animé par RECASEP et BP Conseil à Cotonou les 22 et 23 octobre dernier. La formation a spécifiquement visé pour les participants à maîtriser l'environnement, les rôles et les responsabilités qui sont les leurs. Marcela Rossi pour le compte-rendu. Acteur averti, bon lecteur des accords et projets, acteur qui sait suivre et évaluer les projets, ce sont les nouvelles qualités des points focaux pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Bénin. Ils sont à la fin d'un atelier de renforcement de leur capacité à mieux jouer leur rôle. C'est des points focaux qui sont désignés dans le cadre de coopération du Bénin avec des initiatives tant sur le plan sous-régional que sur le plan international. Comment ont-ils été identifiés? Enfin, ces points focaux ont été désignés par leurs structures respectives pour gérer, n'est-ce pas, ces initiatives au sein de ces structures. Ce programme de formation porté par RECASEB et financé par l'Union européenne s'est identifié comme une priorité et un préalable indispensable pour un secteur énergétique plus efficace. Il n'y a pas longtemps, la politique nationale du développement de l'énergie renouvelable a été adoptée et nous allons nous appuyer sur tous ces éléments pour que les points focaux qui sont ici puissent, comme je l'ai dit, être de véritables acteurs de développement de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique au Bénin. Si nous améliorons nos capacités en matière de suivi de projets, de gestion de projets, je crois que c'est pour que les projets puissent mieux fonctionner. Et aussi, il y a une idée derrière, c'est de pouvoir saisir davantage les opportunités qui se présentent à notre pays. Un point focal, lorsqu'il est désigné pour représenter son pays à ces instances, doit savoir le rôle qui est le sien, les responsabilités qui sont les siennes pour faire profiter, n'est-ce pas, le pays de tous les appuis, que ce soit sur le plan du financement, sur le plan de l'appui technique, technologique à son pays. En exprimant leur satisfaction, les participants de ce séminaire promettent à la fin d'agréables surprises dans le secteur de l'énergie qui déjà a pris son envol. Parlons à présent littérature. Vient de paraître Quand tu t'en iras. C'est une autobiographie de Joseph Fondohou qui fait l'apologie de la détermination de l'intégrité. L'ouvrage a été lancé ce samedi à Cotonou en présence des parents, amis et collègues de l'auteur. Léné Kamazaou et Louis Koudogbo nous en disent plus sur cet ouvrage. Quand tu t'en iras, un peu comme pour dire « Quand tu t'en iras, que laisseras-tu à la postérité ?» Quand tu t'en iras est un récit autobiographique de Joseph Fondohou. Dans l'ouvrage, l'auteur se raconte et raconte. C'est l'histoire d'un cadre chevronné de l'administration publique qui a débuté sa carrière au bas de l'échelle, avec le BEPC, et a fini administrateur des impôts, presque au sommet de la hiérarchie.
Cet ouvrage se veut un partage d'expériences avec la jeune génération, une invite à l'abnégation et à la détermination. Ce qui manque à certains enfants aujourd'hui, nos enfants, nos frères, nos jeunes frères, c'est la motivation, la volonté de braver les difficultés. En termes de difficultés, j'en ai eu. Ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai bravé ces moments-là et on est là aujourd'hui. Au cours de sa carrière, Joseph Foundohou a eu le mérite d'être nommé chef service passation des marchés publics au ministère de la Santé et a démissionné pour convenance personnelle. C'était en 2008. Pour l'auteur, la probité et l'intégrité sont des valeurs à cultiver. J'ai démissionné de mon poste à cause du dossier des 5 milliards. Dans le livre, tout est bien détaillé. Je me suis dit, j'étais à la cellule de passation du marché public du ministère de la Santé pour pouvoir apporter l'idée qu'on peut être dans une cellule de passation des marchés publics et être juste envers tous les soumissionnaires. Le livre a été préfacé par Jean-Baptiste Elias. En Afrique en général, au Bénin en particulier, la plupart de ceux qui sont à un poste donné préfèrent jouir des avantages de ce poste, si bien que le mot démission est rare. Ce qu'on lui demandait de faire n'entrait pas dans l'éthique ni la morale, que l'exemple puisse également être répandu. L'ouvrage a été lancé à l'occasion de l'inauguration d'un laboratoire de recherche dédié aux arts et aux langues, avec la présence de Quand tu t'en iras dans les rayons des librairies et bibliothèques. Joseph Foundohou, actuellement à la retraite, signe son entrée dans l'univers des écrivains béninois. Hors de nos frontières, plus précisément en Guinée-Conakry, pendant que les partisans d'Alpha Condé exultent, on compte les dégâts causés par les violences post-électorales au moment où Jérusalem, l'Espagne et l'Italie font face à une deuxième vague, bien sûr, de la pandémie de la COVID-19. Les États-Unis d'Amérique vivent les derniers jours d'une campagne électorale qui oppose le sortant Donald Trump et Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Voici la compilation signée Ghislain Poguet. Images montrant des lampadaires abattus qui jonchent le sol de Conakry après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle donnant le président sortant Alpha Condé vainqueur, et des rues de la capitale guinéenne désertes. Des manifestants opposés au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rassemblés près de sa résidence dans le centre-ville de Jérusalem pour critiquer la gestion économique et sanitaire de la pandémie par le gouvernement Benjamin Netanyahou, qu'il accuse aussi d'être corrompu. La région espagnole de Castille et Léon instaure son propre couvre-feu sans attendre une annonce du gouvernement. L'Espagne est devenue le premier pays européen à enregistrer officiellement, en début de la semaine, 1 million de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. Des dizaines de manifestants d'extrême droite protestant contre le couvre-feu affrontent les forces de l'ordre anti-émeute dans la nuit du samedi 24 au 25 octobre dans le centre de Rome. Et quelques 200 militants masqués appartenant au groupe néo-fasciste Forza Nueva lancent des projectiles vers la police et incendient des poubelles. Ces incidents font suite aux décisions prises cette semaine d'imposer un couvre-feu dans 3 régions, celles de Rome, Milan et Naples. Le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est mort dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé le groupe sud-coréen dans un communiqué. Lors de sa deuxième visite à Wisconsin en 8 jours, le président des États-Unis, Donald Trump, évoque l'assassinat qui a visé un enseignant en France, Samuel Paty. Une chose terrible, le président Macron en est dévasté, ajoute-t-il, et déclare que les États-Unis abattront les terroristes qui menacent nos citoyens sur le sol américain.
Le second et le dernier duel télévisé est intervenu à quelques jours des élections du 3 novembre. Premier sujet, bien sûr, le Covid-19. C'est une pandémie mondiale, c'est partout dans le monde. Vous voyez les pics en Europe et dans beaucoup d'autres endroits en ce moment. Trump ajoute qu'un vaccin serait bientôt prêt, mais pour Joe Biden, c'est trop tard pour les plus de 220 000 Américains décédés. Quiconque est responsable de ces nombreux décès ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique. Et chaque candidat a accusé l'autre de corruption. Le président Trump faisant allusion aux relations commerciales du fils Hunter Biden en Ukraine et en Russie. Tous les emails, des emails horribles sur la masse d'argent que vous amassiez, vous et votre famille. Et Joe, vous étiez vice-président alors que cela se produisait. Joe Biden a aussi rejeté cette accusation. Je n'ai jamais pris un centime d'aucune source étrangère dans ma vie. Nous apprenons que ce président a payé 50 fois plus d'impôts en Chine, qu'il a un compte bancaire secret en Chine et fait des affaires en Chine. Donald Trump répond que le compte bancaire chinois n'est pas secret et qu'il a fait des affaires dans le monde entier. Il a nié les informations selon lesquelles il a payé peu ou pas d'impôts aux États-Unis ces dernières années. J'ai prépayé mes impôts au cours des dernières années. Des dizaines de millions de dollars. J'ai prépayé. Ce débat intervient alors que les renseignements américains mettent en garde contre des tentatives d'ingérence étrangère dans ces élections. La Russie a été impliquée, la Chine a été impliquée dans une certaine mesure et maintenant nous apprenons que l'Iran est impliqué. Trump réplique qu'il a résisté aux pays rivaux. Parce qu'il n'y a eu personne de plus dur envers la Russie, personne de plus dur que moi contre la Russie, entre les sanctions et tout ce que j'ai fait avec l'OTAN. Vous savez, j'ai demandé aux pays de l'OTAN d'investir 130 milliards de dollars supplémentaires à 420 milliards de dollars par an. C'est pour se prémunir contre la Russie. En l'absence du vainqueur clair, ce débat certainement ne changera pas la vie de nombreux électeurs. Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté selon le comptage de US Elections Project établi par l'Université de Floride. Plus de 35 millions ont déjà voté par correspondance et plus de 15 millions l'ont fait en personne. Biden mène dans les sondages et la course se concentre désormais sur une poignée d'États décisifs qui pourraient décider des résultats de l'élection le 3 novembre. Les temps ont changé pour les partis politiques et les électeurs qui les soutiennent. Abraham Lincoln a été le premier président américain élu sous les couleurs du Parti républicain. Il a dirigé le parti pendant la guerre civile et a préservé l'Union et a mis fin à l'esclavage. Après la guerre, les électeurs afro-américains, nouvellement émancipés, ont soutenu le Parti républicain qui était attaché aux droits civils pour les émanciper. Dans le même temps, le Parti démocrate comprenait des suprémacistes blancs qui s'opposaient aux droits civils des citoyens noirs. Au cours du XXe siècle, les choses ont commencé à changer. Le démocrate Franklin D. Roosevelt, élu pour la première fois en 1932, a rendu son parti plus attrayant pour les Afro-Américains. FDR a pris des mesures pour sortir le pays d'une dépression économique. Pendant ce temps, les droits civiques sont devenus moins importants pour de nombreux républicains. Le soutien afro-américain à FDR a augmenté en 1936. Le soutien au candidat démocrate à la présidentielle est resté fort depuis lors. Un autre changement a commencé dans les années 60. La loi sur les droits civiques 1964 et la loi sur les droits de vote 1965 ont été adoptées avec le soutien des deux partis à la demande du président démocrate Lyndon Johnson. Après ces votes, les démocrates ségrégationnistes blancs ont fui le parti en grand nombre, créant des majorités républicaines à travers le Sud. Le paysage politique moderne est aujourd'hui presque une image inversée de celui qui existait il y a plus d'un siècle, avec les Afro-Américains soutenant massivement les démocrates et les républicains soutenus principalement par les électeurs blancs. Voilà qui met thème à cette édition le 13h. Merci d'avoir suivi. Toute l'équipe technique se joint à moi pour souhaiter une excellente semaine. À demain 13h pour notre rendez-vous.